Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Donc, je suis Ophélia Dubo de Décider Ensemble. Nous avons organisé les rencontres européennes de la participation à Strasbourg lundi, mardi et mercredi en présentiel. Et là, nous sommes ravis de vous accueillir sur la dernière session des 9e rencontres européennes de la participation en numérique. Donc, Hop, j'accepte les participants. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire Repenser la démocratie en Afrique vers une participation citoyenne plus active. Je vais d'ores et déjà laisser la parole aux intervenants et juste, je vous fais quand même je vous donne quand même une petite information. Ce webinaire est enregistré pour être diffusé sur nos supports tels que YouTube, les supports de communication, où vous pourrez retrouver ce webinaire en replay. Donc, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas apparaître en physique, merci de bien vouloir désactiver vos caméras. Voilà, je laisse la parole à Anicette et vous présenter. Et comme ça, n'hésitez pas à commencer. À très bientôt. Merci, merci Ophélia et merci à Décider Ensemble pour cette opportunité qu'il nous offre sur la question qui est vraiment cruciale, surtout chez nous en Afrique. Et merci à tous les intervenants et rebonjour. Comme l'a dit Ophélia, je suis Anissé Senker, responsable de recherche de l'École de hautes études politiques et juridiques. Alors, ma présentation se base sur renforcer la démocratie participative et délibérative en Afrique vers une gouvernance plus inclusive et décentralisée. Alors, l'idée maîtresse de cette intervention, c'est on le constate que l'Afrique a fait des progrès malgré des difficultés aussi ou des défis que les continents traversent, beaucoup de progrès sur des questions de démocratie, mais la question sur la participation citoyenne reste souvent ou encore limitée sur l'aspect électoral et aussi la participation institutionnelle. Par participation institutionnelle, on comprend un peu les organes de représentativité ou des représentations, entre autres le Parlement et les assemblées délibérantes. Et souvent, à part cette pratique participative qui est reprise entre élections et participation institutionnelle par le Parlement, par les assemblées citoyennes, par la société civile, au cours de 5 ans, surtout dans des approches qui sont les nôtres, au cours de 5 ans, le peuple est vraiment extirpé du processus décisionnel. Alors, la question ou les questions que je soulève dans cette problématique, c'est comment dépasser cette démocratie électorale et représentative pour instaurer une démocratie véritablement délibérative? Quel mécanisme qui pourrait permettre d'impliquer durablement les citoyens dans la gouvernance? Alors, comme plan d'intervention, je commence par une introduction qui parle d'un modèle démocratique à approfondir. Comme je l'ai dit tantôt, la démocratie africaine est reposée ou repose largement sur les votes et parfois les référendums, comme le cas au Gabon. Il venait de passer au référendum pour voter la Constitution. Mais cela ne suffit pas pour une gouvernance inclusive. Parce que dans la démocratie représentative, telle que pratiquée actuellement, elle est limitée par une participation réelle des citoyens, car le pouvoir de décision reste concentré entre les mains des dirigeants. C'est comme le disait Jean-Jacques Rousseau, on peut déléguer son pouvoir, mais pas sa volonté. Quel est le problème? La démocratie participative, en elle, est un simple mythe. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que la salle est silencieuse. Oui, oui, on vous entend, monsieur Senker. Ah, Très bien, on d'accord. vous Oui, écoute. C'est parfaitement, bon. parfaitement. On voit vos paroles. D'accord. La démocratie participative, en elle, est un simple mythe si les citoyens n'ont pas un rôle actif dans la prise de décision. Vous verrez dans mes images, je parle même de cette limite de la démocratie
de la démocratie participative. Il y a l'incertitude des résultats et il y a beaucoup de cas, peut-être qu'on n'a pas énuméré. Je vois récemment, lors de la session ordinaire de l'Assemblée nationale congolaise, il y avait une motion contre le ministre des Infrastructures. Et c'est à la bouche, si je peux le dire en ce sens, comme un cas illustratif du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, que sortiraient ces propos que nous sommes entre nous une même famille politique, nous ne pourrons pas nous entretuer. Donc c'est pour dire que la configuration politique en RDC, les cas que j'ai plus précis, démontrent que les citoyens peuvent déléguer leur pouvoir auprès des représentants, mais la décision ou la volonté de faire des représentants ne reflète pas la volonté des citoyens. Alors, comme faiblesse du modèle démocratique actuel, là j'ai évoqué Joël Gobert, que j'ai suivi dans une émission retransmise sur YouTube, où il distinguait, où il démontrait d'abord les limites des démocraties représentatives et des démocraties participatives, et qui énonçait déjà l'approche délibérative. Et quand il distingue la démocratie représentative, où il définit comme une approche où les élus prennent les décisions en lieu et place des citoyens, à la démocratie participative, où le peuple décide directement dans des contextes dits assemblés et tout. En Afrique, la démocratie participative est toujours souvent réduite à un processus électoral ou référendaire, ainsi que la participation traditionnelle à travers des groupes de pression. Mais cette démocratie participative est limitée lorsqu'elle existe. Lorsqu'elle existe, je suis en même temps là. Elle est limitée ou réduite car ces mécanismes de participation, élection et tout, semblent être biaisés. Il y a des fraudes électorales qui sont souvent dégagées lors des processus électoraux. Il y a de répression, où il y a des réprimandations. Et tout ça, ça ne permet pas une participation ou ça ne permet pas, en fait, une gouvernance inclusive, car les dirigeants qui ont le pouvoir ne pensent exercer le pouvoir que selon leur volonté, selon leur vouloir, si je peux le dire en ce sens. Et cette démocratie est limitée même lorsqu'elle existe, où elle est souvent détournée par les élites, car ce sont eux qui sont les seuls décideurs. Les citoyens ne vont pas à l'Assemblée nationale pour décider. Les citoyens peuvent mener des actions de mobilisation, de manifestation, mais ils remettent des mémos auprès des dirigeants. Ce qui fait que, malgré toutes ces pratiques qui peuvent être considérées comme des pratiques participatives, les citoyens sont limités dans leur manière de voir les choses évoluer. Alors, pourquoi une nécessité pourquoi une nécessité d'un modèle délibératif? Parce que la démocratie représentative concentre le pouvoir entre les mains des élus et des dirigeants. Même dans une démocratie participative, la voix des citoyens est souvent filtrée par les institutions. Une démocratie solide doit permettre une confrontation directe entre la volonté citoyenne et la volonté politique par la création d'espaces de concertation, forums citoyens, assemblées locales, l'utilisation du numérique pour des consultations publiques élargies, une meilleure éducation à la citoyenneté dès le plus jeune âge. Comme expérience réussie en Afrique et en RDC, l'expérimentation du budget participatif au Sénégal, où les citoyens décident de l'allocation des fonds locaux, les dialogues institutionnalisés entre élus et citoyens pour co-construire les politiques locales. En RDC, il y a eu des hackathons législatifs organisés par un institut de recherche
et Bouteli, où il y a eu une confrontation, une étude approfondie sur des questions entre les représentants ou les députés à l'Assemblée nationale et les citoyens. Et l'initiative aussi que l'école a lancée de mettre en place ou d'institutionnaliser les conseils citoyens locaux dans les différentes entités locales, dans les différentes juridictions, pour renforcer cette approche participative et délibérative au niveau institutionnel. Alors, comme leçon, c'est le renforcement de le renforcement de la démocratie ne passe pas seulement par les élections, ni moins encore par les participations institutionnelles, mais aussi par la création et l'institutionnalisation d'espaces de délibération citoyenne. D'où l'on quitte l'approche de l'action citoyenne à la décision citoyenne. La participation citoyenne. On renforce la participation citoyenne en développant les conseils citoyens, des espaces où les citoyens influencent directement les décisions politiques. Miser sur les technologies numériques, applications, consultations en ligne, réseaux sociaux pour élargir l'engagement. On l'a vu aussi beaucoup de cas avec la Loucha, le Filibi, les voix citoyennes à République démocratique du Congo qui ont influencé les prises de décisions de représentants à travers les réseaux sociaux. Renforcer l'éducation civique. Il faut encourager les jeunes à comprendre et exercer leur rôle de citoyen actif en créant des écoles citoyennes et professionnalisant les domaines de la démocratie dans les universités. Pourquoi je parle de professionnaliser ces domaines? Parce qu'aujourd'hui, les questions de démocratie dans nos universités sont plus musées dans les formations des sciences politiques, de droit. Or, qu'on se le dise, on n'est pas citoyen seulement si on a fait les sciences politiques, on n'est pas citoyen seulement si on a fait le droit, mais même faisant l'ingénierie, on peut être citoyen. Et il faudrait réfléchir sur la structuration du savoir dans les universités, dans les écoles de recherche comme les nôtres, sur les questions de démocratie. Institutionnaliser la délibération, c'est comme je l'ai dit tout au long de ma problématique, parmi les limites que je soulève de la démocratie participative, parce que la démocratie représentative est déjà plus critiquée aussi. Dans cette démocratie participative, les décisions reviennent au seul dirigeant et il faudrait réfléchir avec les mécanismes et d'institutionnaliser la délibération, la démocratie délibérative, pour permettre aux citoyens de débattre, avoir des débats, des interactions directes envers, et pas envers, mais avec les dirigeants. Et à l'issue de ces débats-là, que sortiraient des décisions qui doivent être mises en place au profit des citoyens. Malgré toutes ces approches que nous énumérons, mais il existe ou il y a des défis, obstacles pour entamer cette gouvernance plus inclusive. Il y a la résistance politique. Dans l'image, vous verrez ici, je soulève la question d'une contestation en RDC où les dirigeants ou le gouvernement avaient déployé les policiers pour empêcher les manifestations. Et il y a les contraintes culturelles. Et par contraintes culturelles, je vois plus la question de l'ethnicité, du tribalisme, qui ronge encore nos sociétés africaines. Et aussi, je parle plus de cette contrainte culturelle parce que les citoyens africains, je ne serai pas dans un cas général, mais je suis un peu particulier dans mon pays, est plus attaché à la tribu, est plus attaché à son clan, est plus attaché à sa famille, si je peux dire, ethnique, qu'à la nation. Et il y a beaucoup de cas comme ça, pour ne pas peut-être prendre beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de cas comme ça. Et ce sont des contraintes qui peuvent faire que quand c'est le nôtre qui est dirigeant et qu'il soit soutenu par nous et toute mesure de contestation est perçue comme toute mesure de contestation perçue comme contre ce régime. Et puis
Congolais n'a pas cette culture de revendication. Et ce sont des contraintes qu'il faudrait bien étudier pour pouvoir permettre de mise en pratique de cette démocratie délibérative ou d'abord de démocratie participative à la démocratie délibérative. Je crois qu'il faut réformer les institutions pour inclure les mécanismes de consultation de codécision citoyenne. Il faudrait renforcer la société civile pour appuyer les initiatives de démocratie participative, expérimenter des modèles innovants de participation citoyenne, assemblée locale, budget participatif, démocratie numérique, sensibiliser les citoyens à leurs droits et responsabilités pour qu'ils participent activement à la gouvernance. Et je peux ajouter un qui n'est pas ici, comme je l'ai dit dans mon allocution, structurer, professionnaliser, appuyer les institutions de recherche dans la structuration, dans la professionnalisation de la démocratie. Alors, une démocratie à réinventer comme conclusion, pour conclure, la démocratie ne peut pas se limiter aux élections. Elle doit être une dynamique continue. L'avenir de la démocratie en Afrique passe par des espaces délibératifs où la voix des citoyens est prise en compte dans la prise de décision. Il faut construire une démocratie véritablement participative et délibérative. C'est donner aux citoyens les moyens de façonner l'avenir de leur pays et les citoyens africains l'avenir du continent. Je dis et je vous remercie et merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Anicette. Du coup, c'est David qui prend ou Edmond? Non, c'est Edmond qui prend là. Ok, Edmond. Alors, elle va se connecter. Hop. Oui, vous avez levé la main, Edmond. Vous pouvez activer votre micro. Parce que là, on ne vous entend pas. S'il te plaît, Anissé, est-ce que tu peux présenter? Il y a un écho là, Edmond. S'il te plaît. Vous m'entendez? Du coup, là, maintenant, on vous entend, donc il faut répéter parce qu'on n'a pas entendu le début. Vous m'entendez? Oui. D'accord, je disais que je vais utiliser le téléphone pour présenter. C'est bon? Alors, en fait, il y a un écho et on vous entend de loin. D'accord. Ok, Anissé, pardon, tu présentes pour moi et je vais commenter seulement. Ok. Du coup, Anicette, vous êtes là? Oui, je suis là. Anissé, tu es là? Anicette, je crois qu'il n'est plus là. D'accord, il avait ma présentation. Je voulais en fait qu'il présente pour que je puisse. Ouais, Comme je n'ai pas mon ordinateur. Ouais, j'ai compris. Il va pas tarder à revenir. Je pense que ça se trouve, il a arrêté le partage de. Mais là, on vous entend bien, donc si vous voulez commencer. Je vais commencer. Alors, si on peut présenter ma présentation là, je pourrais commenter. Alors oui, sauf que là, moi, j'ai pas la présentation et Anicet, je crois qu'il va revenir. Hein. Il arrive, je crois. Anicet, ça y est, il est là. Hop, c'est bon, on le récupère. Comme ça, il va repartager. C'est bon, le PowerPoint. je peux aller. Anicet, tu es là? Attendez, il arrive. Tu disais que je repartage ta Exactement. Ouais, comme ça, vous passez les slides et puis Edmond, elle va présenter. Ça va, Edmond? C'est bon, tu as ma présentation? Oui, je demande. Oui, il est en train d'essayer de partager, là, je pense que ça va arriver. Et là, je vais juste... C'est les petits soucis du direct, c'est pas grave. On est habitué. On gère.
J'ai un souci de connexion, ça fait que ça, c'est pas vraiment. C'est pas évident, mais vous inquiétez pas. Attends, Edmond, pardon. Partager tout le monde. Vous refaites comme tout à l'heure, partagez. Ouais, ça va? C'est bon, ça arrive là. Voilà, c'est bon, on voit. Nickel. Edmond, vous voyez? C'est bon? Super. Eh bien, Bon, je c'est vois parti. pas Je vous encore. laisse la parole. Ok, ça marche. Super. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis Edmond Cabré. Je suis burkinabé. Également, je suis, je dirais quoi, une activiste en matière de gouvernance inclusive, de participation citoyenne des jeunes et des femmes. Je suis vraiment très contente de participer à ces 9e rencontres européennes sur la participation. Et j'ai l'opportunité de ce soir de vous parler d'une thématique très importante, à savoir la participation politique des jeunes et des femmes. Dans un contexte un peu plus particulier, celui de la CEDEAO et du Sahel, qui pour moi, mérite vraiment un grand intérêt. Vous m'entendez? Je peux toujours aller? Oui, bonjour, on vous entend Oui, très c'est bien. bon, je vous entends. Très bien, D'accord, très ça bien. marche alors. D'accord. Comme nous le savons tous, Anissé, tu peux slider en introduction, vas-y. Ouais. D'accord. D'accord. En introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous pouvons dire que de façon générale, les femmes et les jeunes constituent la grande majorité de la population dans les États de la CEDEAO et du Sahel. Mais malheureusement, le constat qui est fait est que malgré leur grande majorité, ces femmes et ces jeunes-là sont représentés, faiblement représentés plutôt dans les sphères de décision. Et lorsqu'ils ont l'opportunité de participer à ces sphères de décision, malheureusement, leur participation se limite à des postes secondaires. Quand je parle de postes secondaires, je parle beaucoup plus des postes tels que des chargés à la mobilisation des jeunes, chargés à l'organisation, chargés à la coordination. Donc, ça veut dire que cette participation-là se limite juste à ces postes de secondaires-là et non à des postes hiérarchiques, comme étant le premier responsable du parti politique ou bien souvent ces postes-là leur permettant d'aller beaucoup plus conquérir le pouvoir, comme on le dit souvent. Donc, c'est dans cette optique-là que cette présentation-là s'articule 3 points essentiels. Dans un premier temps, il s'agira de vous présenter le contexte actuel de la participation des jeunes et des femmes dans le contexte de la CEDEAO et du Sahel, dont je fais partie plutôt. Ensuite, il s'agira de présenter les défis spécifiques liés à l'engagement des jeunes et des femmes. Et enfin, on va ensemble travailler à présenter les mécanismes concrets de la participation-là des jeunes et des femmes dans les sphères de décision. C'est un peu ça. Merci beaucoup. On continue. Et quel est le contexte de la participation des jeunes et des femmes dans l'état de la CEDEAO et du Sahel? On va travailler beaucoup plus à vous présenter d'une part la participation des femmes en politique dans les États du Sahel et de la CEDEAO. Pour les États de la CEDEAO, il faut dire que mon étude m'a permis de mettre l'accent. Anissé, on y va? Mon étude m'a permis de mettre l'accent sur 4 pays de la CEDEAO, à savoir le premier pays, c'est le Sénégal, qu'on cite beaucoup plus comme un exemple de matière de participation citoyenne des jeunes et des femmes, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Libéria. Quel est le constat actuel dans cette... Pour le cas spécifique du Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? On constate qu'au niveau du Sénégal, il y a l'existence d'une loi sur la parité qui a été adoptée en 2010, qui imposait une représentation légale, égale plutôt des femmes et des hommes en politique sur les listes électorales. C'est-à-dire quoi? Selon cette loi-là, sur les listes électorales, on devait avoir autant de femmes que d'hommes sur ces listes-là. Donc, cette loi qui a été adoptée en 2010 là, a permis à ce qu'on ait une augmentation significative du nombre de femmes élues au Parlement, atteignant 42% en 2010. Cependant, le constat qui a été fait est que même si le Sénégal est un exemple en matière de participation des femmes en politique, il faut dire que la participation des femmes en politique au Sénégal reste toujours à désirer dans le sens que ces femmes-là qui sont en politique là n'arrivent pas pour le moment, bien sûr, à occuper des postes stratégiques tels que peut-être le président de l'Assemblée législative ou bien de ministre, de premier ministre plutôt, ou de président au Sénégal. Pour l'exemple de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'en 2020,
la Côte d'Ivoire a voté un décret qui a été adopté obligeant les partis politiques à présenter au moins 30% des femmes parmi les candidates aux élections législatives et locales. Lors des élections, le constat qui a été fait est que lors des élections en 2021, on a un taux de 13,4% des sièges, soit un total de 34 femmes sur 255 candidats. Donc, vous voyez déjà que ce taux est très faible par rapport à l'objectif des 30%. On n'a même pas la moitié des 30%. Vous m'entendez? OK. En 2023, on a fait, lorsque vous prenez le Sénat ivoirien, on a eu une représentation des femmes estimée à 25,7%. Donc, ça veut dire que le taux des 30% n'est toujours pas atteint. Et qu'en est-il du Ghana pour les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest, en fait? Pour le Ghana, il faut dire que la participation politique des femmes au Ghana a connu des évolutions notables ces dernières années, mais également, comme les autres pays, il y a beaucoup de défis. En 2023, les femmes occupaient 14,5% des sièges au Parlement ghanéen, c'est-à-dire qu'on avait 40 femmes sur 275 parlementaires. Donc, en 2024, cela a mené le gouvernement ghanéen à adopter une loi visant à atteindre la parité dans les postes décisionnels de la fonction publique d'ici 2030. Donc, ça veut dire que cette loi-là impose un quota de 50% dans les ministères, dans les administrations, dans les organes de sécurité, dans l'Assemblée locale. Cependant, il faut dire que le lien entre ces différentes lois-là, c'est que ces lois-là ne sont pas contraignantes. Ce n'est pas contraignant parce que dans le sens qu'il n'y a pas de sanctions qui suivent. Qu'en est-il du Libéria? Pour l'exemple du Libéria, comme vous le voyez sur la photo, le Libéria est l'un des pays le premier pays africain où une femme a été présidente du gouvernement à la personne d'Hélène Johnson-Sirleaf. Il faut dire que même si en 2005, cette femme-là a été élue présidente au niveau de l'Afrique et au niveau du Libéria en particulier, cela ne met pas en cause le fait que dans ce pays, il y a beaucoup de limites quant à la participation des femmes. Si vous prenez les données récentes en termes de participation des femmes dans ce pays-là, on a, par exemple, lors des élections législatives en 2017, au niveau du Libéria, sur 73 sièges à la Chambre des représentants, seulement 9 ont été remportés par les femmes. Donc, on se retrouve avec 12,3%, ce qui est très faible. Qu'en est-il des États du Sahel? Anissé, tu peux présenter? Continuer pour le Sahel, je vais voir. Le Sahel, d'accord. Le Sahel, qui sont les 3 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, dont je fais partie, le Mali et le Niger. Qu'en est-il de ces États-là? Il faut dire que le contexte sahélien n'est pas différent du contexte de la CEDEAO, mais c'est un contexte encore plus difficile dans le sens que, avec les situations sécuritaires que vit le pays, la condition de la femme est vraiment très, très en retard en termes même de participation de la femme. Pour un pays comme le Burkina Faso, il faut dire que le Burkina Faso a adopté le 20 janvier 2020 une loi imposant un quota de 30% sur les listes électorales, avec un positionnement atténué de candidature. Cependant, on se rend compte que lors des élections législatives de 2015, on n'avait seulement que 15 femmes élues sur 127 sièges, soit environ plutôt un taux de 11,8%, ce qui est loin des 30%. En 2023, écoutez bien, sur 24 ministres dans le gouvernement burkinabé, on dénombre seulement que 3 femmes sur un taux de 12,5%, ce qui est vraiment très faible par rapport au taux de 30%. Le Mali. Il faut dire que le gouvernement malien en 2015 avait adopté une loi sur la promotion du genre visant à améliorer la participation des femmes dans les instances décisionnelles. Cette loi imposait un quota, comme pour le Burkina, de 30% dans les listes électorales avec un positionnement atténué. Cependant, lors des élections en 2020, on a eu seulement que 42 femmes élues sur 147 sièges à l'Assemblée nationale du Mali, soit environ un taux de 28,6%. En 2024, on compte seulement que 5 femmes ministres sur un total de 28 ministres au niveau du gouvernement malien, soit un taux de 17,78%. Pour le Niger, il faut dire qu'en 2000, le Niger avait mis en place une loi sur le quota de 10% des femmes sur les listes électorales, seuil qui a été augmenté de 15% en 2014 et enfin de 25% en 2020. Maintenant, lors des élections législatives de 2020 à 2021 au niveau du Niger, on comptait sur un total de 166 membres, 43 femmes occupées. Dans le gouvernement actuel du Niger, on dénote que seulement 5 femmes sur 21 ministres, soit un taux de 23,8%. Vous allez remarquer que dans le contexte du Sahel, ces taux-là,
c'est les taux liés aux élections précédentes, les élections passées. Naturellement, il n'y a pas d'élection. Et il y a certains pays même du Sahel où il n'existe plus de ministère de la femme. Je peux prendre l'exemple des pays comme le Burkina Faso plutôt et le Niger, où il n'y a pas de ministère de la femme parce qu'on juge qu'il y a d'autres priorités plus importantes que les questions de genre. Qu'en est-il de la participation des jeunes? Anissé? Donc, on va essayer d'analyser la participation des jeunes en politique dans les États du Sahel et de la CEDEAO. Pour ce qui est de la participation des jeunes, il faut dire qu'au niveau... Anissé, tu peux aller? Tu peux aller? Ok. Donc, cette image est tellement illustrative de la condition des jeunes dans les sphères de décision en Afrique, surtout au niveau du contexte dans lequel je vous présente cet exposé-là. Si vous prenez le contexte de la participation des jeunes, il faut dire que de façon générale, les jeunes sont faiblement représentés dans les instances de décision au niveau des États-là. Une étude qui a été faite par la Fondation Mo Ibrahim en 2021 estimait que même si les jeunes représentaient 60% de la population africaine, ils avaient moins de 25 ans, en 2019 plutôt, excusez-moi, on se rend compte que l'âge moyen des présidents dans les États de l'Afrique était de 63 ans. Vous voyez déjà l'écart. Alors que la population elle-même, elle a un âge moyen plutôt de 19 ans. Donc, l'âge moyen de la population, c'est 19 ans, alors que l'âge des présidents africains, c'est 63 ans. Vous voyez donc l'écart. Et on va plus loin avec des présidents qui sont, je dirais quoi, des présidents vieux. Je peux prendre des exemples de présidents. On prend un peu le Cameroun comme ça, où le président actuel, Paul Biya, il a 90 ans. La Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, aujourd'hui qui a 81 ans. On a également la Guinée équatoriale où le président a 81 ans. On a également des pays comme le Ghana où le président a 79 ans. Vous voyez déjà l'écart d'âge par rapport à l'écart d'âge de la majorité de la population africaine. Il est vrai que certains pays, avec les révoltes, avec le soulèvement des jeunes, comme des pays comme le Sénégal, bien sûr, où il y a le nouveau président qui n'a que 43 ans. Également des pays aussi comme le nôtre qui, de par l'histoire de la révolution, de l'instabilité qui fait que le président actuel n'a que 41 ans. C'est vrai, mais lorsque vous allez lire en fait l'histoire de l'Afrique, vous allez vous rendre compte que de ces États-là, que de façon majoritaire, l'âge de ces États-là est un âge carrément au-dessus de l'âge de la moyenne. Parce que c'est carrément, si je peux me permettre, des vieux, alors que la population en majorité les jeunes. Donc, c'est un peu un fait qui laisse à réfléchir vraiment sur la participation des jeunes en matière de politique dans nos États. Donc, on va continuer, mais il faut dire que cela n'est pas en fait une limite dans le sens qu'il y a beaucoup d'organisations de jeunes qui travaillent à ce que ces jeunes-là puissent être des relais, à ce que ces jeunes-là puissent s'engager en politique. Et parmi ces actions-là, il y a beaucoup de mouvements qui existent dans beaucoup de pays africains où on essaye en fait de conscientiser le jeune, où on essaye à travailler tous les jours pour que le jeune soit un modèle, qu'il participe activement à la chose publique, on peut le dire. Parmi ces mouvements, vous pouvez citer des mouvements. On peut aller, Anissé? C'est bon, Anissé, on peut aller? Oui, parmi les mouvements, je vais vous citer des mouvements. Vous allez voir des mouvements comme le monde de l'image. On a des mouvements tels que Yanama au Sénégal. Il faut dire que le mouvement Yanama au Sénégal a pour objectif de contribuer dès la création en 2011 plutôt. C'est un mouvement très actif dans le des jeunes. Donc, c'est un mouvement qui vraiment travaille à ce que les jeunes prennent la parole. Les jeunes s'engagent, en fait. Il y a le mouvement tel que le mouvement Balai citoyen, de la chute du président Blaise Compaoré. On a également des mouvements dans d'autres pays tels que Togo Debout, au niveau du Togo, le Front national pour la défense de la Constitution en Guinée, la lutte pour le changement au niveau de la RDC. Donc, il faut dire que de façon générale, ces mouvements ont un impact parce que ce sont des mouvements d'éveil, de conscientisation, de sensibilisation et d'éducation à la participation civique, en fait, et politique des jeunes. On peut y aller? Je suis déjà. OK, merci beaucoup. Maintenant, au vu de tout ce qu'on a présenté comme contexte,
Qu'est-ce qui peut expliquer cette faible participation-là des jeunes et des femmes, malgré que ces jeunes et femmes-là constituent la grande majorité de la population de ces pays-là? Au nom des défis, je dirais, il y a certains défis qui ont été déjà rappelés par Anissé. Et je peux en fait vous présenter ces défis dans le sens qu'on peut les regrouper en 5 grands blocs. Les défis liés aux barrières sociales et culturelles. Il faut dire qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Ouest, bien sûr, qui regroupe la CEDEAO et le Sahel, pendant longtemps, on a pensé que la politique était une chose pour les hommes, hein, et que c'était les hommes qui décidaient de tout. Et la femme n'avait pas sa place, son rôle à jouer dans cette politique-là. De même, on a longtemps considéré que le jeune, de par son âge très réduit, il ne pouvait pas occuper certains postes de responsabilité, soit disant que la sagesse vient avec l'âge. C'est un peu ça. À cela, on a également des conflits et l'instabilité politique. Cela est beaucoup plus pointu dans les pays comme le Sahel. Il faut dire qu'avec le contexte politique du pays, ça fait de telle sorte qu'il y a vraiment la condition de la femme, si je peux me le permettre, est en reculant dans ces pays-là. Parce que même les luttes qui ont été gagnées de par le passé, ils sont remises en cause. Telles que la question liée aux gens même qui sont remises en cause dans un pays comme le Burkina Faso ou le Niger, où il n'y a plus de ministère du genre, où ce ministère a été dissous, disant que non, ce n'était pas prioritaire. Donc, vous imaginez les conditions de la femme. Donc, ça fait qu'à chaque nouveau régime, il y a des décisions qui sont prises et ces décisions-là, pour la plupart, vont à l'encontre de la participation des femmes de façon générale, mais aussi des jeunes dans certaines situations. On a également parlé des charges domestiques non rémunérées. Pour ce cas, ça fait référence beaucoup plus aux femmes. Il faut dire déjà que la femme, contrairement à l'homme, elle a d'autres tâches qu'elle fait au-delà même de son travail. Et ces tâches ne sont pas reconnues. Habituellement, une femme qui est à la maison, il y a beaucoup de choses qu'elle doit prendre en compte. Il y a les enfants, il y a l'éducation des enfants, il faut prendre soin de la famille. Il y a tout ça qui fait que même si elle veut s'engager en politique, elle est vraiment limitée. Parce qu'imaginons qu'elle a combien de temps à passer et que ce temps-là aussi, il faut en prendre en compte le fait qu'il faut prendre soin de sa famille, il faut s'occuper des enfants. Et pour la plupart où certains hommes, ils laissent leurs femmes tout ce boulot-là, imaginons déjà. Et par rapport aux hommes même, parce qu'on sait très bien que je vais prendre un exemple par rapport au Parlement, les décisions sont prises de façon très... En fait, les réunions se passent pendant une longue durée et souvent des heures très tard. Et plutôt qu'ils sont mariés, souvent c'est difficile pour les femmes qui sont mariées parce que le mari, à un moment donné, te dira de faire le choix entre prendre soin de ta famille et la politique. Et souvent même la famille va se dissuader. Donc, vous voyez déjà ces charges-là qui font que la femme aussi, elle est vraiment un peu, si je peux me dire, elle a beaucoup de trucs qui l'empêchent vraiment de s'engager en politique déjà. Également à cela, on s'ajoute également l'accès à l'éducation et aux ressources qui est très limité pour les femmes et les jeunes. De façon directe, vous allez voir que quand vous prenez la population africaine et celle de l'Afrique de l'Ouest de façon générale, les plus pauvres, c'est qui? Ce sont les femmes et les jeunes. Hein. Pourtant, ils constituent la majorité de la population. Elles n'ont pas d'activité, ils n'ont pas d'activité. Et quand on parle de politique, on le veut ou pas en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, la politique, c'est il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens pour être proche de sa communauté, pour mener des activités d'engagement citoyen, pour que la communauté voit aussi également que tu réalises des choses pour la communauté, mais également, il faut avoir les moyens lors des campagnes. Les campagnes ne sont pas à 0 francs. Même s'il y a certains partis politiques, même on va jusqu'à dire qu'il faut avoir les moyens pour qu'on te mette sur la liste. Donc, vous voyez déjà ces limites là pour les jeunes et les femmes qui n'ont pas les moyens. Et à cela, on va terminer par un aspect très important, la question liée aux violences et à l'intimidation, à l'égard de tout homme politique en général, mais également à l'égard particulier des femmes. Parce que lorsqu'une femme s'engage dans la politique, habituellement, elle est victime de beaucoup de violences numériques, des violences numériques, l'harcèlement, également souvent il y a des violences physiques pour l'intimider, souvent d'autres personnes même qui peuvent peut-être la menacer de mort et tout ça en fait, pour qu'elle se retire en fait, ou elle retire sa candidature déjà. Donc c'est un peu ça. Mais au vu de ces défis-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mécanisme, comme solution pour permettre à ce qu'on ait une gouvernance plus inclusive où les jeunes ou les femmes puissent participer dans l'espace de la CEDEAO et du Sahel? Il faut dire que le premier aspect plutôt, c'est lié à l'inclusion par des réformes et des quotas équilibrés. Équitable plutôt. Lorsqu'on parle de quotas, il y a des questions de quotas qui existent pour les femmes, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de quotas de jeunes en fait, en politique en fait. Et même les quotas qui existent pour le moment, on se rend compte que ces quotas-là, c'est juste des quotas. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas, en fait, ces quotas-là ne sont pas accompagnés de mesures pour être sûr que ces quotas soient respectés. Donc, il faut vraiment travailler à ce qu'il y a vraiment des quotas et des lois de parité dans nos pays.
pour s'assurer que ces jeunes-là et ces femmes-là qui constituent la majorité de la population puissent également participer de façon sûre et éclairée dans ces sphères de décision-là. Également, il y a les réformes électorales. Dans le sens qu'on parle de réforme électorale, dans l'objectif à ce que ces réformes-là visent à éliminer les obstacles structurels et à la participation des jeunes et des femmes. Parce qu'il y a beaucoup plus dans certains pays, il y a certaines réformes, le code électoral fait même que les jeunes, pour être président dans certains pays, il y a le critère lié à l'âge. Donc, c'est vraiment très difficile. Les mesures d'accès. Pour les mesures d'accès, il faut voir plutôt les mesures pour fournir aux jeunes, aux femmes, les ressources. Les ressources, quand on parle de ressources, c'est à la fois des ressources financières, mais les ressources techniques en matière je dirais quoi, de renforcement des capacités, de soutien, un peu ça. On continue. Comme deuxième mesure, nous avons l'éducation et le leadership pour une participation plus civique active. On parle de leadership et d'éducation dans le sens que il y a beaucoup de personnes qui ne s'engagent pas en politique, surtout les jeunes et les femmes, parce qu'ils n'ont pas en fait les capacités intellectuelles nécessaires. Parce qu'en politique, on le veut ou pas, si tu vas t'engager en politique sans avoir, en fait, sans savoir ces rouages de la politique, sans comprendre même de quoi il s'agit, c'est sûr que tu ne vas pas aller loin dans cette politique-là. Donc, il faut penser à mettre en place des initiatives là, qui puissent permettre à ces jeunes et à ces femmes-là qui sont intéressées par la politique de bien, en fait, comprendre déjà le fondement de la politique, avoir, en fait, des formations qui puissent vraiment les outiller comme il le faut. Parce que pendant longtemps, on a reproché aux femmes, dit qu'elles ne sont pas en politique parce qu'elles n'ont pas la capacité. Donc, l'idée ici, c'est déjà que les femmes aient accès à l'éducation, déjà, à des programmes de leadership où on renforce leurs capacités, mais également à des programmes de mentorat où ces femmes et ces jeunes-là sont accompagnés par certains leaders aussi qui ont plutôt fait leur preuve en politique et qui peuvent aussi servir plutôt d'exemple pour ces jeunes-là et ces femmes-là. Également, la sensibilisation à la participation. Parce que si on fait tout ce qu'on a dit et qu'il n'y a pas la sensibilisation, ça ne va pas aller loin parce qu'il faut qu'eux-mêmes, en tant que jeunes et en tant que femmes, ils prennent conscience qu'ils ont un rôle important à jouer dans le développement de leur pays, dans les sphères de décision. Et que lorsqu'on veut faire un changement, il faut forcément s'engager en politique parce que c'est là-bas que le changement se fait, c'est là-bas que les tests se prennent, c'est là-bas que tout se joue en fait. On peut être bien dans les OSC, oui. Les OSC, c'est l'éveil, l'engagement et tout ça, mais la politique, c'est très important dans le sens que les réformes sont faites là-bas. Donc, c'est vraiment très important qu'on sensibilise ces jeunes-là et ces femmes-là qui peuvent s'engager en politique, mais sans se dénaturer, comme on le dit souvent. Parce qu'habituellement, on a l'impression que celui qui s'engage en politique, c'est vraiment quelqu'un qui est corrompu, c'est quelqu'un qui n'a pas, en fait, certaines valeurs. Pourtant, on peut bien faire la politique athlétique, c'est bien possible. D'accord? L'autre aspect, c'est également la promotion des changements de l'inclusion sociale et politique. Il faut vraiment travailler à sensibiliser par rapport aux stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre liés, par exemple, au sexe, disant que parce que je suis une femme, je n'ai pas ma place en politique, disant que parce que je suis jeune, je ne peux pas également participer à la gestion de ma nation. Il faut vraiment sensibiliser à cela. Également, il faut vraiment inclure les leaders communautaires parce que ces atouts-là jouent un rôle très important parce que je pense que si on inclut ces personnes-là qui sont auprès de communautés à travers les leaders communautaires, même les leaders religieux et tout ça, parce que tout se passe là-bas. S'ils sont sensibilisés, c'est sûr qu'au niveau des communautés, les gens sont sensibilisés. Donc, c'est un peu ça. Également, on a également les médias et les représentations sociales. Au niveau des médias, c'est très important parce que même la communication est très importante en politique. Et lorsque, en tant que jeune, en tant que femme, on s'engage en politique déjà, il faut vraiment travailler son image en politique. Il faut vraiment être une personne, en fait, de confiance pour que les gens aient confiance en toi, en fait. C'est un peu ça. Donc, ces médias-là, au lieu d'être des obstacles à la participation des jeunes et des femmes-là, deviennent en ce sens des alliés. Ils comprennent qu'il est important que ces jeunes et ces femmes-là s'engagent dans la politique-là. Et également, ils travaillent à ce qu'on fasse la promotion de ces jeunes et ces femmes-là qui se distinguent, qui participent déjà à la sphère des décisions pour que cela puisse influencer les autres. On continue. Également, renforcer la société civile et les organisations communautaires. Comme je l'ai dit très bien, au niveau de la société civile, l'État ne peut pas tout faire. Les autorités étatiques ne peuvent pas tout faire. Mais Dieu merci, on a les organisations de la société civile qui se démarquent, qui mettent en place des initiatives déjà en matière d'engagement des jeunes, qui travaillent à outiller les jeunes, à capaciter les jeunes pour qu'ils puissent servir leur nation. Donc, il s'agira d'encourager la participation de ces jeunes et de ces femmes-là en politique, mais également de soutenir ces organisations-là. Parce que les organisations de jeunes existent. Ils font vraiment, je prends peut-être le cas de l'école des autres études juridiques et tout ça. Ils font des activités, ils font des forums, ils font beaucoup de choses en faveur de la participation des jeunes et des femmes.
Mais souvent, ils sont limités parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, il serait bien que souvent, ceux qui ont la capacité de soutenir ces initiatives de jeunes-là, qu'ils puissent les soutenir plutôt. Lorsqu'on parle de soutien, ce n'est pas seulement que financier, même technique. Renforcer les capacités de ces jeunes-là, de ces organisations-là. En fait, offrir aussi des opportunités pour que ces organisations de jeunes-là puissent également faire partie, pourquoi pas leurs jeunes ou bien les femmes qui participent aux activités à des cadres internationaux où ils pourront renforcer leurs capacités, se faire un réseautage et également donner l'envie vraiment de participer à la sphère décisionnelle plutôt. Donc, c'est un peu ça. On continue. Également, comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'on ait un financement équitable et un soutien logistique. On parle de financement équitable dans le sens que vous allez vous rendre compte que lors des élections, on a en fait les mêmes fonds. Et souvent, lorsque le premier responsable du parti politique, qui est un homme bien sûr, il va peut-être prioriser, plus mettre l'accent sur lui, sa campagne, qu'une autre femme qui est dans le même parti politique. Ils m'ont dit que, bon, toi, tu n'as pas trop besoin d'argent. En plus, toi, tu vas juste te présenter comme responsable d'une commune. Ce n'est pas très important. Alors que non, souvent, le financement doit être lié aussi aux besoins spécifiques des personnes. Les personnes qui ont déjà la capacité. Pourtant, d'autres vraiment qui veulent s'engager en politique, mais n'ont rien, en fait. Ils n'ont pas, je ne peux pas dire, ils n'ont pas une base financière. Donc, il faut forcément s'assurer que les financements qu'on donne là, ça sont des financements à l'égard des jeunes et des femmes, sont des financements qui soient vraiment liés à leurs besoins spécifiques. C'est un peu ça. Également, le soutien logistique. Comme je l'ai dit déjà précédemment, lorsqu'on parle de soutien logistique, c'est beaucoup de choses, hein, la formation, déjà, les trucs, les ressources. C'est un peu beaucoup plus ça, en fait. C'est un peu ça. Donc, on va aller à la dernière recommandation. C'est vrai que j'ai beaucoup de recommandations parce que je me sens jeune et femme, en fait. Donc, c'est beaucoup de choses que... Également, on parle de garantir la sécurité et la protection des femmes et des jeunes en politique. On avait parlé incessamment en termes de défis, la défi liée à la sécurité, aux violences et tout ça. Parce qu'il est très important qu'on travaille à ce que ces femmes-là, ces jeunes-là qui ont le courage de s'engager en politique ne soient pas victimes de beaucoup de violences. Parce que je prends le cas d'une femme si elle a été victime de violence, ça ne va pas encourager d'autres femmes à vouloir s'engager en politique. Ça, c'est sûr et certain. Si un jeune, en voulant s'engager en politique, il a été victime de violence physique, ou bien on a plutôt fait un attentat contre sa vie, ou bien on l'a mis en prison, ou bien de façon injuste et tout ça, ça fait qu'à d'autres personnes vont avoir peur de vouloir s'engager en politique. Donc, il faut qu'on s'assure à garantir vraiment la sécurité et la protection de ces jeunes-là, de ces femmes-là qui veulent s'engager en politique. Donc, il faut qu'on crée des espaces sûrs. Dans des espaces sûrs, quand on parle d'environnement sécurisé au sein des partis politiques et des formations, des forums politiques. Parce qu'il faut dire que même au sein des organisations politiques, dites politiques, les partis politiques, beaucoup de jeunes et de femmes sont victimes de violences. Même s'ils n'en parlent pas, ils sont victimes à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques, mais également à l'égard d'autres membres du parti politique. Donc, ça fait que cela fait que certains jeunes quittent certains partis politiques. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de rester, mais ils savent qu'à un moment donné, les violences sont de trop. Également, on parle de la protection juridique. Lorsqu'on parle de violence, il faut également sanctionner, en fait. Parce qu'il ne sert pas de dire, oui, on a compris, oui, madame, vous signalez quoi, j'ai été victime d'un viol, mais j'ai été victime d'un harcèlement. On dit, bon, ce n'est rien de grave, en plus, ça ne fait rien. Donc, il faut vraiment s'assurer que ces personnes-là qui ont été victimes de ça, qui ont eu le courage de dénoncer là, que ces bourreaux-là, ces personnes à l'origine de ça, soient sanctionnés pour servir d'exemple. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas dénoncer parce qu'ils savent que s'ils vont dénoncer, ça ne va pas aller loin, en fait. Alors que je ne pense pas que c'est qu'ici, en fait. Si le coupable, il peut se pardonner dans la ville, dans le pays comme ça, alors que la victime, elle a peur. Donc, je ne pense pas que ce soit pour une gouvernance inclusive, je ne pense pas que ce soit un meilleur cadre comme ça. Enfin, en termes de recommandations ou de mesures, il faut vraiment encourager une participation transparente et responsable. Lorsqu'on parle de participation transparente et responsable, c'est beaucoup plus encourager les partis politiques à soutenir la participation inclusive. Comme je l'ai dit d'abord, au niveau des mêmes, ça commence au niveau même de nos organisations, pas forcément au niveau des partis politiques seulement. Au niveau des OSC, il faut vraiment travailler à ce que les jeunes et les femmes aussi puissent participer et pas laisser seulement la place aux hommes ou aux vieux ou à certains groupes spécifiques, en fait. Je pense que chacun peut apporter un plus. Ce n'est pas lié à ton sexe ou à ton âge. C'est un peu ça. Également, s'assurer que les dirigeants rendent compte de leurs décisions plutôt et aux actions qu'ils mènent. C'est très important. Lorsqu'on parle de gouvernance transparente et responsable, il faudrait qu'on travaille à ce que ces jeunes aussi, des femmes aussi qui s'engagent en politique là, puissent s'assurer que lorsqu'ils prennent des engagements, oui, parce qu'ils savent d'exemple à d'autres femmes qui vont venir, s'ils prennent des engagements et que la population les soutienne et les amène au trône, comme on peut le dire, au pouvoir, comme on peut le dire, il faudrait qu'ils mettent en place en fait, des systèmes de redevabilité.
envers ceux qui les ont élus pour créer un environnement de confiance. Parce que c'est en cela encore on aura plus confiance de faire participer d'autres jeunes ou d'autres femmes dans les sphères des décisions. Si on prend l'exemple, par exemple, si j'ai Anissé qui est là et qu'on a traversé qu'Anissé, il devient président de la RDC et qu'on se rend compte qu'Anissé, une fois président, oh, tout ce qu'on avait prévu, plan, Anissé ne fait rien, Anissé ne rend pas compte. Demain, on ne sera pas plus motivé à encourager une autre personne de participer. On va dire, ah, bah, Anissé lui-même n'a pas fait ça. C'est sûr que si on élit David, il ne va pas faire mieux qu'Anissé. Vous voyez déjà ce contraste-là. Donc, pour créer ce climat de confiance-là à l'égard de nous, les jeunes, nous, les femmes, en matière de politique, il faut que nous aussi, on a ce sens de rédébabilité aussi dans nos actions et d'honnêteté aussi. C'est très important. Comme je l'ai dit, la politique n'est pas contraire de l'éthique. Ils vont de pair. D'accord. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut dire que malgré les avancées législatives, avec l'existence plutôt des quotas ou des tests encourageant la participation des jeunes et des femmes, la participation politique des jeunes et des femmes reste insuffisante dans les États du Sahel et de la CEDEAO. De ce fait, des efforts accrus sont nécessaires pour surmonter ces différents obstacles-là et également travailler à ce qu'il y ait une gouvernance plus inclusive, ce qui est indispensable pour le développement de nos nations. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir au terme de cette présentation-là? Au terme de cette présentation-là, il est très important plutôt de retenir que si nous voulons bâtir un avenir où chaque citoyen a sa place dans le processus décisionnel, une chose est certaine, nous ne pouvons plus nous permettre d'exclure les jeunes et les femmes dans les espaces de décision, car l'avenir de nos démocraties, que ce soit dans les États de la CEDEAO, du Sahel ou de l'Afrique en général, repose sur la participation active, plutôt active de tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit vieux, il faudrait que nous tous on participe pour s'assurer à ce que notre Afrique puisse atteindre l'image qu'on veut qu'il atteigne. D'accord, merci beaucoup. Donc, je suis actuellement au terme de ma présentation. J'espère également avoir en fait permis à ce que vous compreniez certaines notions de la situation que vivent les États du Sahel et de la CEDEAO. Et je reste à l'écoute aussi pour la phase de questions. Merci beaucoup. J'ai coupé mon micro. Du coup, Anissé, c'est David qui prend la main, c'est ça? Oui, c'est David qui prend la main. OK. Et puis comme ça, après, on fera la session des questions. Alors, non, après David, il y a Hassan qui est aussi là. D'accord, le OK. dernier intervenant. Anissé, est-ce que tu peux partager mon slide aussi? Volontiers, alors, quelques minutes. Il y en a là. Je ne vois encore rien. On est toujours sur la présentation d'Edmond là. Il faut fermer pour moi. Ça OK, va? là c'est bien, Là, ça voilà. va? Donc là, vous remettez l'autre et ça devrait être bon. D'accord. David, ça va? Pas encore. Exactement. Voilà, on va faire comme ça. Anissé, du coup, vous avez partagé la présentation de David? Parce que là, nous ne voit pas. Oui, j'ai partagé. Vous Non, ne voyez pas? on ne voit pas. Non, non. Ah, attendez, pardon. Problème de la technique. Je pense En maintenant, tout cas, ça merci va. beaucoup pour toutes ces informations, hein. Ah là, on voit tout. Super. D'accord. Là, c'est bon pour... Je crois que vous pouvez commencer, David. Merci. Merci, Anissé. Tu peux directement aller au slide suivant. Je vais pas vous prendre assez de temps. Alors, je remercie d'abord les différents intervenants qui sont passés avant moi. Moi, par contre, je vais essayer de repenser un modèle de participation citoyenne en RDC
sans les outils numériques, c'est-à-dire loin de connexion Internet. Parce que pourquoi c'est pertinent d'aborder ce genre de sujet? Parce que justement, vous allez remarquer qu'en République démocratique du Congo, seulement 26% de la population a une couverture numérique. Alors, cette fraction entre la fraction numérique, de problèmes d'accès à la connexion Internet, et de l'autre côté, qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire, d'un côté, il y a la montée en poupe des outils numériques dans la participation citoyenne, et de l'autre côté, cette fracture numérique, ça crée ce qu'on appelle une petite balance déséquilibrée de la participation citoyenne en République démocratique du Congo. Alors, nous nous sommes dit, on ne va pas non plus abandonner, on va pas dire que c'est vrai qu'il y a la fracture numérique de 26%, bien entendu, plus dans les zones urbaines que dans les zones rurales, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est vrai aussi que si on n'a pas de moyens pour pallier de manière vraiment très directe à cette fracture numérique, on peut toujours faire recours à des méthodes un peu plus traditionnelles pour promouvoir la participation citoyenne. Voilà pourquoi ma présentation va se structurer ou bien va graviter autour d'une seule question que je pose. Je vais essayer de répondre à cette question en 3 temps. Alors, non, je ne suis pas encore là à la fracture numérique. Je suis encore à l'introduction. Alors, face à ce déséquilibre, la question est très simple. Comment assurer une participation citoyenne inclusive si une grande partie de la population est hors ligne? Comment est-ce qu'on peut faire, parce que c'est 26% comme je l'ai dit, comment on peut faire en sorte qu'on arrive ne fût-ce qu'à 90% si la grande partie, la majorité de la population est hors ligne? Je l'ai structuré en trois grands sous-points, bien entendu. Allons-y, Anissé. Fracture numérique. Fracture numérique. Un frein à la démocratie. Oui, slide. Alors ici, ce que je vais expliquer, je vais essayer de vous expliquer en quoi la fracture numérique, c'est un frein à la démocratie. D'abord, on commence par la faible couverture Internet en zone rurale et coupure fréquente en ville. Donc, vous allez remarquer que dans les zones rurales, chez nous, généralement, on n'a pas assez de couverture Internet. Pourquoi? Parce que la plupart des fournisseurs de réseau doutent un peu pour installer l'Internet là, du fait que la population n'a pas assez de capacité financière pour s'en procurer. Et en ville, il y a non seulement de coupures fréquentes, mais aussi il y a des problèmes de faible connexion. La connexion n'est pas en haut débit. D'ailleurs, j'aimerais aussi signaler à ce niveau-là que jusque-là, en Afrique, on est encore au niveau de 4G, si je ne m'abuse pas. Il y a même le 2G qui est encore fonctionnel dans certains recoins. Alors, la deuxième raison, c'est le coût élevé des données mobiles et des équipements numériques. Surtout, ceci se ressent le plus dans les zones rurales. Pourquoi? Le coût, comme je vous ai dit, les fournisseurs des réseaux mobiles ou des réseaux de données mobiles, ce sont en premier lieu des entrepreneurs. Ils n'investissent pas pour ne rien attendre en retour. Alors qu'au niveau des zones rurales, la capacité financière de se procurer non seulement de ces données mobiles, mais aussi des équipements numériques tels que le téléphone, le téléphone, le modem, le Wi-Fi et tout ce qui va avec, c'est pas très intéressant par rapport à leur mode de vie. Alors, les fournisseurs hésitent un peu pour aller couvrir ces genres de zones. Après, il y a aussi la dépendance aux réseaux sociaux, donc qui ne permettent pas toujours une participation structurée. Parce qu'après, il faudra aussi, c'est vrai que la participation virtuelle, c'est très intéressant, mais le contact corps à corps ou le physique, c'est aussi, c'est bien plus intéressant parce que ça permet à différentes personnes, aux différents citoyens de se ressentir, de voir, de s'exprimer avec beaucoup. Voilà, de manière virtuelle, on a tendance à ne pas trop bien se comprendre. Donc, la conséquence directe de tout ça, c'est que en RDC, on vit une démocratie qui exclut ceux qui ne sont pas connectés. Allons-y, Anissé. Voilà. Le deuxième aspect, c'est la participation citoyenne. Participation citoyenne, un engagement qui ne dépend pas nécessairement du numérique. C'est vrai, de l'autre côté, je n'ai peut-être pas cité quelques exemples. Je peux faire un petit comeback rapidement. C'est-à-dire, vous allez, par exemple, les exemples des outils numériques de la participation citoyenne.
Par exemple, vous voyez comment est-ce qu'on lance généralement des pétitions en ligne. Alors, ces genres de pétitions, ça n'arrive pas du tout dans les zones rurales, alors que vous allez remarquer que la RDC est plus habitée dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc, de cette façon-là, une grande partie de la RDC est exclue plutôt du processus de participation démocratique. Après, il y a aussi, j'ai vu mon collègue Anissé qui a essayé de parler de l'outil Talatala, qui est un outil de contrôle citoyen. C'est un outil très bien, c'est-à-dire que ça suit de près l'action de parlementaires. Mais après, à cause de la faible couverture du numérique dans le lieu ruraux, c'est compliqué qu'ils aient aussi accès. C'est compliqué non seulement qu'ils aient accès à cet outil, mais aussi que les gens qui exploitent, parce que c'est un outil dans lequel on met les données, les gens qui exploitent ces données-là, ils doivent aller sur le terrain pour recueillir ces données. Donc, si on met en évidence, par exemple, les difficultés liées à l'état de la route, les difficultés liées, par exemple, aux ressources financières pour avoir pas l'intégralité, mais la majorité des données assez pertinentes afin de nourrir l'outil. Vous voyez, c'est pas du tout intéressant. Après, il y a aussi l'impact de l'intelligence artificielle dans les campagnes électorales. On a essayé de voir ça avec la campagne de Donald Trump, qui a été largement financée par Emmanuel, comment il s'appelle, Musk. Voilà. Alors, vu que c'est des difficultés qui essaient un peu de mettre en recul la démocratie participative en RDC, on a essayé de l'autre côté, en deuxième point, de voir comment est-ce qu'on a essayé de pratiquer la démocratie sans ces outils Internet, parce que ça existait. Voilà pourquoi on parle de la participation citoyenne, un engagement qui ne dépend pas nécessairement du numérique. Bon, pas nécessairement du numérique. Alors, vas-y, Anissé. Ouais, là, on essaie un peu de donner quelques alternatives qui fonctionnent déjà en RDC. En premier lieu, il y a les chefs traditionnels, c'est-à-dire les leaders communautaires, guident et informent les citoyens. Ça, on est dans la logique des bottom-up. Après, nous avons les radios communautaires, c'est-à-dire les stations de radio locales atteignent un large public pour l'information et la mobilisation. Bien entendu, on a aussi des assemblées de quartier. Les réunions communautaires permettent, bien entendu, des discussions et des revendications locales. Après, on a aussi des espaces religieux, bien qu'il y a certains courants religieux qui interdisent la participation active dans la politique, d'autres tels que le courant catholique qui est largement répandu en RDC, ce qui est déjà très bien, n'interdisent pas la participation politique et encouragent d'ailleurs quelques agoras à la chose publique. Voilà. Après, nous avons aussi des réseaux de bouche à l'oreille. Ouais, la communication interpersonnelle réelle relie les zones non connectées. Généralement, on fait de porte à porte avec comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais je sais pas, mais le vous-vous-êtes là, je ne sais pas si c'est en français ou bien. Généralement, on fait avec le vous-vous-êtes là. Voilà. Alors, il y a aussi les théâtres de rue. Les théâtres de rue, ça, c'est une expérience réussie au Congo central où il y a eu quelques cas comme ça. On a essayé un peu de sensibiliser les gens qui n'avaient pas vraiment accès à Internet. L'idéal derrière, c'est de leur faire connaître leurs droits civiques et de leur faire connaître aussi les avantages liés à ces genres de droits. Allons-y, Anissé. Voilà, là je donne, voilà. Non, retourne un peu. Voilà. Alors, face à ce couac, c'est-à-dire la fracture numérique d'un côté, de l'autre côté, la montée en poupe des outils numériques dans la participation citoyenne, qu'est-ce qu'on est censé faire? Comment renforcer la participation citoyenne sans Internet? Parce que le fait est là, l'Internet n'est pas totalement couvert. On ne va pas chercher à... C'est vrai qu'on peut toujours envisager à couvrir ne fût-ce que la moitié de la population congolaise d'Internet, mais c'est un exercice assez difficile. Alors, dans cette étude, on a essayé de faire avec ce que nous avons, 26% de personnes couvertes de manière très régulière par la connexion Internet. Alors ici, on se demande comment renforcer cette participation-là sans Internet, c'est-à-dire le 84% de personnes qui ne sont pas régulièrement connectées. Allons-y. Voilà. On pourra procéder par le développement des agoras citoyennes, c'est-à-dire de forats de quartier où les habitants discutent avec les autorités locales, ça on en a parlé. On pourrait aussi penser à renforcer le rôle des radios communautaires, c'est-à-dire il faudra créer des émissions interactives sur la gouvernance locale. Il faudra penser aussi à former des leaders locaux, c'est-à-dire leur donner des outils pour relayer les préoccupations des citoyens aux institutions.
Allons-y, Anissé. Il faudra aussi utiliser des supports physiques, affiches, brochures, pièces de théâtre itinérantes pour sensibiliser. Affiches, brochures, c'est vraiment l'approche la plus utilisée chez nous. Vous allez remarquer quand vous arrivez, par exemple, dans les rues de Kinshasa pendant les campagnes électorales, c'est inondé des affiches par-ci, par-là. Ça rend un peu la ville sale, mais c'est peut-être aussi l'un des moyens les plus efficaces pour sensibiliser et amener les gens à participer de manière très active à la politique. Et après, il faudra penser aussi à encourager le Parlement populaire, c'est-à-dire des espaces informels où les citoyens débattent et prennent des initiatives collectives. Cela peut aussi faciliter, jouer un rôle primordial dans ce qu'on appelle la pression publique. C'est-à-dire que c'est constitué généralement de groupes de pression. Ça peut influencer d'une manière ou d'une autre la décision d'une autorité compétente. Excusez-moi. Allons-y. Voilà. En conclusion, rentre Anissé. Une démocratie adaptée à la réalité congolaise. Pourquoi je le dis? Parce que simplement, on veut faire une démocratie sans tenir compte de l'importance de l'Internet, mais en tenant compte de la faible couverture numérique que nous avons. Voilà pourquoi je dis que c'est une manière de repenser la démocratie avec la réalité congolaise. Allons-y. Voilà. La fracture numérique ne doit pas être une excuse pour exclure une partie de la population de la participation citoyenne. Comme je vous ai dit, il ne faudra pas dire qu'on n'a pas de moyens, par exemple, pour augmenter cet accès à la connexion Internet. Alors, on va les laisser à leur triste sort. Il faudra faire avec. On fait avec la fracture numérique. On essaie un peu de faire recours à des méthodes pas classiques, mais traditionnelles de participation citoyenne dans le contexte vraiment congolais. Après, comme je l'ai dit, il existe déjà des formes d'engagement qui fonctionnent sans Internet. Il faut penser peut-être comment les renforcer, les institutionnaliser. Je vous ai parlé de radios communautaires, de chefs des leaders communautaires aussi. Et il faudra aussi retenir et surtout que l'avenir de la démocratie en RDC ne dépend pas uniquement des outils numériques. C'est vrai aujourd'hui que la numérisation du processus électoral ou bien de participation citoyenne est très important. Ça permet aussi de réduire le coût lié à cette participation. Mais dans le contexte un peu plus national de chez nous, il faudra tenir compte de cette fraction, comme j'essaie d'insister. C'est vrai que c'est très important les outils numériques, mais faire avec ce qu'on a, c'est bien mieux pour permettre à tout le monde de participer de manière vraiment très inclusive. Mais de la capacité à mobiliser les citoyens avec les moyens adaptés à leur réalité. C'est ce que je viens d'expliquer. Anissé, alors roulons. Il y a une dernière page qui reste. Non, c'est la 15e page déjà. Ah, ok. Donc c'est ça. Si je dois résumer ce que je viens de rapidement relayer, c'est qu'on a essayé de repenser la participation citoyenne avec des contextes un peu plus culturels adaptés à la réalité congolaise. Donc on tient compte du fait qu'il y a fracture numérique de 26%. De l'autre côté, il y a quand même des méthodes traditionnelles appropriées des participations citoyennes. Donc il faudra faire un équilibre entre l'accès à la connexion Internet que nous avons et cette fracture numérique pour faire en sorte que la population participe de manière inclusive, pas à 100%, au moins à 80% au processus politique et démocratique en RDC. Voilà, c'était ça ma façon de repenser un peu la participation en Afrique sans Internet, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et donc là, il me semble que c'est Dr Hassan, c'est ça, Anissé? Oui, Dr Hassan, vous pouvez... Oui, je l'ai vu, il est là. Il faudrait que, si vous pouvez mettre votre caméra et activer votre son. Alors, je vais en même temps profiter pour lire une question le temps que Dr Hassan se connecte. Il y a écrit « Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. Est-ce qu'il sera possible de partager les contacts email des intervenants ?» Donc oui, Anissé, la suite, vous pourrez nous partager les PowerPoint et puis vous nous communiquerez les emails dont vous souhaitez communiquer. Comme ça, on partagera à tous les participants si ça vous va.
Oui. Ok, Les super. présentations, ouais. Je le Présentation, ferai par voilà, votre les adresse mail. contacts, voilà, des intervenants ou un mail générique et après vous faites le relais avec vos voix. D'accord, merci beaucoup. Et docteur Hassan, vous pouvez commencer pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce qu'on doit courir derrière le temps aussi. Ça, c'est ça. Féola n'a pas dit. Ça, tu n'as pas dit. Alors, est-ce que docteur Hassan est là déjà? Je l'ai vu tout à l'heure. Il est là, apparemment. Oui, il est là, a un je le vois, problème de il est micro. là. Je vais activer son micro du coup. C'est bon. Allô? Ah, super. Allô? On Oui, vous écoute. Oui, Oui, vous on m'entendez? vous écoute. très bien. Oui, Parfait. je souhaiterais que Anissé partage mon slide. Allô? C'est bon, il va s'en charger, je pense, c'est ça, Anissé? Oui, c'est Vous êtes une le charge maître du ponctuelle, slide. quoi. Je viens, alors je supprime d'abord, je vais d'abord ici, docteur Hassan, lui c'est PDF apparemment. Et il faut fermer la présentation de David d'abord. Je le fais. C'est un autre issue. Attendez. N'inquiétez pas. Ça va se faire. Voilà, je viens là. On vous voit, docteur Hassana. C'est bon. Oui, je cherche comment. Les documents sont ici. Je vais là. Il va projeter là-bas et je vais commenter. Voilà. Alors, Anissé, c'est bon pour la présentation? Vous arrivez à repartager ou pas? Je parle. C'est fait. Ouais, ça arrive là. Super, on voit tout. Super. D'accord. Alors, bonsoir une fois de plus et merci pour cette plateforme d'échange intellectuel. Je voudrais faire mienne la présentation de David quand il évoque la question de fracture numérique. Je crois qu'à côté de la fracture numérique, il y a le problème de délestage, les coupures d'électricité. Dans la réunion précédente, je n'ai pas pu me connecter en raison de délestage qui est permanent. Et aujourd'hui encore, j'ai accusé le retard. J'ai dû me transcender pour venir dans un cyber. Donc, je m'appelle Hassana. J'ai un centre d'intérêt pluriel. Je travaille sur la démocratisation, les catégories vulnérables, dont les populations autochtones, les peuples autochtones, les minorités, l'immigration interne et la participation politique. Alors, dans le cadre de cet échange, ma communication porte sur les mémorandas, la dynamique émotionnelle et la réinvention de la figure de la citoyenneté au Cameroun. Slide suivant, s'il vous plaît, Anissé. Oui. Slide suivant. D'accord. C'est ça? Oui, merci. Alors, nous sommes partis d'un constat, c'est que la production scientifique sur la participation politique est importante, mais cette production a fait la part belle aux instruments normatifs et juridiquement labellisés, donc au détriment des instruments non conventionnels. Et on peut expliquer ça par le fait que la science politique ayant été dominée pendant longtemps par le droit,
alors la priorité était donnée aux instruments normatifs. Et puis, il y a également un autre facteur explicatif qui est le faible investissement de la sociologie, n'est-ce pas, sur les questions politiques. Alors, dans le contexte camerounais, on se rend compte que la démocratisation a contribué à l'émergence, n'est-ce pas, d'une nouvelle figure de citoyenneté active. Donc, on a de plus en plus affaire à des citoyens qui veulent de plus en plus exercer, contrôler et exercer une pression sur les décisions publiques. Alors, pourquoi avoir choisi le Cameroun alors que le phénomène de mémoranda n'est pas une spécificité camerounaise? Mais il faut dire que cet outil non conventionnel a pris une ampleur particulière, n'est-ce pas, dans ce pays. Et ça fait donc que nous pensons que, dans la perspective de Rosa Vallon, que la démocratie contemporaine ne peut plus se pratiquer sans les instruments non conventionnels qui contribuent au renouvellement de l'objet d'étude de la science politique. Donc, c'est dans cette perspective qu'on a donc choisi de travailler sur les mémorandas. Alors, les mémorandas ici, nous définissons les mémorandas dans la perspective de Denise Constant, c'est-à-dire comme étant les objets politiques non identifiés, c'est-à-dire les instruments non conventionnels, mais qui ont une implication forte sur la consolidation de la démocratie. Donc, c'est un outil qui contribue non seulement à la recomposition de la figure de la citoyenneté, mais également à la recomposition des modes d'expression politique. Donc, cette présentation s'articule autour de la question suivante: comment comprendre la mobilisation des mémorandas en marge des instruments juridiquement labellisés? Donc, comme hypothèse, nous avons avancé l'idée selon laquelle la mobilisation des mémorandas participe, n'est-ce pas, à la reconfiguration de la figure de la citoyenneté. Revenez au niveau du plan, s'il te plaît, Anissé, reviens au niveau du plan. Alors, donc, pour mon propos s'articule autour de 3 points. Nous allons montrer comment est-ce que la démocratisation en Afrique contribue à l'émergence d'une nouvelle figure de citoyenneté active. Et puis, dans la deuxième partie, beaucoup plus montrer comment est-ce que les outils non conventionnels également sont structurants sur les actions publiques. Alors, dans le cadre de cette communication, nous pensons que le mérite ou la vertu du mémorandum est d'ériger les émotions en une catégorie d'action et d'inscription politique. Alors, les mémorandas renouvellent, n'est-ce pas, le débat sur la place de l'émotion, n'est-ce pas, dans la participation politique. Donc, il est question donc de démontrer que c'est un instrument qui permet de diffuser les émotions collectives dans l'espoir, n'est-ce pas, d'influencer ou de contrôler les décisions publiques. Et il faut dire que dans un contexte comme le nôtre, dans une configuration présidentialiste du pouvoir, où le pouvoir législatif est soupçonné d'être la caisse de résonance du pouvoir exécutif, les citoyens ont tendance à se rabattre sur les mémorandas, ont tendance à mobiliser les émotions collectives, n'est-ce pas, comme étant une forme d'interpellation populaire en marge d'interpellation institutionnelle. Donc, c'est comme si, à travers la mobilisation des mémorandas, la mobilisation des affects, les citoyens ont cette volonté, n'est-ce pas, de réinstaurer la démocratie directe. Parce que dans la démocratie représentative, il y a cette crise, cette tension permanente entre les mandants et les mandataires. Une fois élus, parfois les élus ne se conforment pas toujours aux désirata. Donc, à travers, n'est-ce pas, cet outil non conventionnel, les citoyens veulent vraiment marquer leur présence, n'est-ce pas, dans l'espace public. Et l'autre élément qu'on pourra également explorer, c'est le fait que ce sont les pratiques politiques en voie d'institutionnalisation, c'est-à-dire sont les instruments qui s'inscrivent dans une temporalité longue. L'institution ici est appréhendée dans la perspective de Jacques Chevalier, c'est-à-dire comme un phénomène qui a l'apparence d'une réalité objective du fait de son inscription dans la durée. Donc, on peut faire la typologie des mémorandas de première génération, de deuxième génération et même de troisième génération. Les mémorandas de première génération remontent dans les années 67 et ce sont les Pygmées qui ont eu à mobiliser cet outil sous l'instigation, n'est-ce pas, de certains missionnaires néerlandais.
Et dans les années, ça a connu un retentissement dans les années 87 avec les mémorandums qui ont été adressés au Vatican. Et maintenant, dans les années 90, avec la libéralisation, la démocratisation, ça a pris une ampleur particulière. Donc, on peut parler, n'est-ce pas, de la civilisation mémorandaire des mœurs politiques au Cameroun. Alors, l'autre élément, c'est que il y a également une modalité de légitimation des mémorandums qu'on peut observer. La légitimation peut se faire à travers les associations, parce qu'il y a les mémorandums à caractère ethno-régional, c'est-à-dire les groupes ethniques à l'intérieur d'une région ou alors une région qui estime que elle est marginalisée. Alors, les citoyens mobilisent donc, n'est-ce pas, les mémorandums dans l'espoir d'interpeller les autorités administratives. Donc, en d'autres termes, les mémorandums contribuent vraiment à la banalisation aussi de l'autorité publique. Donc, il y a comme une mutation au niveau de l'économie, comment dire, de pulsions en Afrique où de plus en plus c'est devenu un instrument pour mobiliser. À côté de cela, on a également répertorié les mémorandums à caractère ethno-professionnel. Le cas le plus illustratif est par exemple le mémorandum des anciens, les professeurs d'enseignement général du lycée qui se regroupent dans ce qu'on appelle le vocable Kirdi, dont les Kirdis sont des groupes ethniques qui se sont convertis au christianisme par opposition à l'islam. Donc, historiquement, ce groupe ethnique ont été marginalisés et dans les nominations au poste de proviseur, il y a eu des mémorandums qui ont été adressés, n'est-ce pas, au Premier ministre pour pouvoir pour solliciter l'équité dans la répartition, n'est-ce pas, des postes. Et enfin, on a également connu le mémorandum à caractère ethnique. Et là, il faut dire que c'est davantage l'apanage de la population autochtone par opposition au peuple autochtone. Population autochtone en termes d'antériorité sur l'occupation du territoire, alors que peuple autochtone, n'est-ce pas, sont des peuples qui ont gardé qui ont préservé l'authenticité de leur culture. Donc, dans la Damawa, par exemple, il y a les Mboum qui sont considérés comme population autochtone, qui n'ont pas d'emprise sur les mécanismes institutionnels et qui ont tendance à se rabattre sur les instruments non conventionnels. Dans la région du Nord, on peut également évoquer le cas de la population. Il y a une population autochtone qui a également mobilisé cela, et même au littoral avec les Douala. Donc, pour dire que finalement, c'est une pratique en voie d'institutionnalisation en raison, n'est-ce pas, de sa régularité et son inscription dans la temporalité longue d'une part, et puis sa légitimation. Dans la deuxième partie, on peut également voir les émotions collectives ou les émotions de soutien comme étant la force du langage émotionnel dans les dynamiques citoyennes au cœur des décisions publiques ou alors dans l'espace public. Parce qu'il faut dire que l'inscription des groupes ethniques, n'est-ce pas, dans le champ politique est marquée du saut d'inégale dotation des ressources. Il y a des groupes ethniques qui ont plus de ressources que d'autres, il y a des régions qui ont plus de ressources que d'autres. Donc, les mémorandums sont un peu comme un instrument de publicisation. C'est un instrument qui permet, n'est-ce pas, de susciter l'intervention publique. Parce que nous savons que l'attention publique est un bien rare. Déjà, le système politique en place ne peut pas prendre l'intégralité des aspirations. Donc, à travers donc, les mémorandums, ça contraint effectivement les décideurs à se pencher sur une question qui n'est pas forcément inscrite dans l'agenda public. Et puis, à côté de cela, il y a également le phénomène le cadrage des émotions, les émotions collectives. Le mémorandum ou les mémorandums conçu un cadre où on construit, n'est-ce pas, un certain nombre d'idéologies ou alors d'idées pour fédérer un certain nombre de groupes. Donc, avec les entrepreneurs de la mobilisation. Et nous savons que dans les années 90, il y a l'apparition, n'est-ce pas, de ce qu'on a appelé les représentants de la parole communautaire, c'est-à-dire les élites qui s'imposent comme étant les représentants de leur groupe d'appartenance ethno-régional sans forcément être mandatés comme tels. Et l'autre idée qu'on peut aussi évoquer, c'est les mémorandums ou les émotions collectives comme un mécanisme de déclenchement des politiques publiques internationales. C'est vrai que notre site d'observation est le Cameroun, mais pour les impératifs d'analyse, on va également au-delà. On a pris le cas, par exemple, des Rohingyas en Birmanie, qui constituent une minorité musulmane. Les mémorandums adressés, n'est-ce pas, à la communauté internationale
ont contribué, n'est-ce pas, ont contraint, n'est-ce pas, la communauté internationale à se pencher sur la question des mandats. On peut également évoquer la question, n'est-ce pas, le cas aussi des Mapuche au Chili, qui ont mobilisé, n'est-ce pas, ces outils non conventionnels pour pouvoir domestiquer l'arbitraire qui existe ou qui semble exister dans le déclenchement des politiques publiques aussi bien nationales qu'internationales. Alors, au niveau des défis et de perspectives, on peut quand même constater que la nature juridique des mémorandas est ambiguë. Les mémorandas ne sont ni les traités, ni les pétitions, ni les lois, ni les traités. Hein, c'est ce que Denis Constant a appelé les objets politiques non identifiés. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a le défi du cadrage juridique, n'est-ce pas, des mémorandas qui s'impose. Pourquoi? Parce que parfois les mémorandas, n'est-ce pas, se construisent autour de la figure de l'ennemi. Et nous savons que quand Carl Schmitt mobilise la figure de l'ennemi implique l'hostilité dans le rapport à l'autre. Ça peut être un cadre de repli identitaire qui peut contribuer plutôt à la régression de l'intégration nationale ou de l'unité nationale. Donc, il y a ce défi de cadrage juridique pour que, effectivement, ça ne constitue pas une entorse à l'intégration nationale. Et enfin, également, il est aussi important peut-être d'institutionnaliser ces instruments parce qu'ils, comme je l'ai dit, s'inscrivent dans la durée. Alors, en conclusion, Anissé, est-ce qu'il peut, en conclusion, on peut dire que les mémorandas participent, n'est-ce pas, de la récomposition de la figure de la citoyenneté. Donc, c'est un outil non conventionnel, mais qui contribue à l'émergence, n'est-ce pas, des citoyens actifs, c'est-à-dire les citoyens qui, de plus en plus, veulent reprendre leur destinée politique en main, parce que c'est comme un palliatif, n'est-ce pas, au déficit même de régulation étatique. Et puis l'autre chose également, il faut dire que les mémorandas participent également d'une mobilisation réformatrice qui vise à consolider la démocratie dans le contexte post-autoritaire, où la sortie de l'autoritarisme se fait de manière progressive et autres. Et enfin, mais il faudrait aussi dire quand même qu'il n'y a ni rupture ni opposition entre les instruments non conventionnels manifestés par les mémorandas et les outils conventionnels. Parce que les mêmes citoyens qui mobilisent les mémorandas sont aussi paradoxalement les mêmes qui parfois sont membres des partis politiques, sont parfois les mêmes qui aussi sont dans les syndicats et tout et tout. Mais le mérite, n'est-ce pas, des mémorandas, c'est que effectivement, ça contribue, n'est-ce pas, à l'érection des émotions collectives en une catégorie d'action et d'inscription politique. Donc voilà succinctement présenté la quintessence, n'est-ce pas, de ma communication. Merci pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vois, donc il est 16h. Malheureusement, c'est la fin de ce webinaire. Je voulais vraiment vous remercier, tous les intervenants. Anissé aussi, merci pour votre intervention, pour cette gestion, tous les PowerPoints, etc. C'était vraiment super. Je pense que tous les participants, vous le voyez avec les applaudissements là, donc sont ravis. Je voulais vous informer, donc on vous enverra les présentations et les contacts des intervenants, parce que je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment demandé. On a déjà vu là dans les messages, dans la conversation, donc on fera le point avec vous, Anissé, comme ça vous nous envoyez toutes les informations, nous on fait le relais auprès des participants, et comme ça après si vous voulez échanger directement avec les uns et les autres, ça sera plus facile pour vous. Oui, c'est ce qu'on fera, voilà, c'est ce qu'on fera. Et c'est pas à travers quelle adresse on pourrait transmettre. Je crois que vous étiez en contact avec Anouk ou Gabriel. De toute façon, moi, dès lundi, oui. Je vais faire le point avec eux. Et puis, voilà, avec la personne avec qui vous étiez en contact. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on reviendra vers vous. Et puis, donc, à tous les participants, si jamais vous ne recevez pas la communication d'ici milieu de fin de semaine, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous renverra toutes les infos. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'en doute pas. Et puis, on se tient au courant pour les emails avec toutes les informations que nous allons vous communiquer.